Imaginez la scène, un match décisif, les toutes dernières minutes. Un athlète, en pleine course, qui s'effondre subitement sur le terrain. Et autour de lui, personne. Aucun contact, aucun choc. C'est le scénario cauchemar du sport de haut niveau, la fameuse blessure dite sans contact. C'est imprévisible, c'est souvent très grave, et ça peut anéantir une saison, parfois même une carrière. On a toutes et tous cette image en tête. Et la question qui hante chaque staff médical, c'est toujours la même. Est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Et si cette imprévisibilité, au fond, n'était plus une fatalité? Et si l'intelligence artificielle pouvait nous donner une longueur d'avance? C'est précisément cette promesse qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va décortiquer une source qui est vraiment éclairante sur le sujet. C'est une revue systématique approfondie qui s'intitule Machine Learning Applications in Non-Contact Lower Limb Sports Injury Prediction. Elle est signée par Jin Yuan et ses collègues et elle a été publiée dans le Journal of Sports Science and Medicine en mars 2026. L'idée, c'est de plonger dedans pour voir ce que ces technologies peuvent vraiment faire aujourd'hui et ce qui relève peut-être encore un peu de la science-fiction. Alors, pour commencer, il faut bien comprendre le cœur du problème. Pourquoi est-ce que ces blessures sans contact sont si compliquées à anticiper? C'est le point de départ, oui. Ce n'est pas comme une fracture après un tacle. Là, il n'y a pas de cause évidente, unique. Pendant des années, la médecine du sport a cherché le facteur de risque, hein. Le muscle un peu trop faible, le manque de souplesse. Mais en réalité, ces blessures, c'est rarement le fruit d'une seule cause. C'est plus une sorte de tempête parfaite. Une convergence de plein de petites choses. Exactement. La fatigue qui s'accumule, le stress d'un match important, la qualité du sommeil de la veille, une petite asymétrie de force. Les approches statistiques classiques, elles sont très vite dépassées quand il faut jongler avec autant de variables. Et c'est là, j'imagine, que l'IA entre en jeu, pour détecter des schémas que notre cerveau, lui, ne peut pas voir. Précisément, l'IA, et plus spécifiquement le machine learning, propose un vrai changement de paradigme. On ne cherche plus la cause unique, on cherche des signatures de risque. L'algorithme, c'est un outil qui est capable d'analyser des montagnes de données très hétérogènes et d'y déceler des schémas complexes, des corrélations subtiles qui sont totalement invisibles à l'œil humain. D'accord, l'idée est très séduisante. Mais concrètement, si on est préparateur physique dans un club, qu'est-ce qu'on lui donne à manger à cet algorithme? Excellente question. La qualité des données, c'est tout. L'étude les regroupe en trois grandes familles, disons. D'abord, le B.A.B.A., les données démographiques et anthropométriques. L'âge de l'athlète, son indice de masse corporelle, ce genre de choses. C'est ça. L'âge, l'IMC et surtout, un point capital, l'historique des blessures. D'accord, le genre d'infos que n'importe quel staff médical a déjà dans ses dossiers. Voilà. Mais ensuite, on ajoute une couche qui est souvent un peu plus négligée parce qu'elle est plus subjective. C'est-à-dire? Ce sont les données psychologiques et perceptuelles. On va demander à l'athlète d'évaluer via des questionnaires son niveau de stress perçu, sa qualité de sommeil, son état de fatigue émotionnelle. Ah oui, donc on va au-delà de la performance physique pure, on s'intéresse vraiment à ce qui se passe dans la tête de l'athlète et dans sa vie. C'est crucial. Et la troisième famille de données, c'est justement la performance physique, mais mesurée de manière très objective. On part de tests d'équilibre comme le Y-balance test, de mesures de force musculaire très précises, de l'amplitude de mouvement des articulations. C'est en croisant ces trois univers, le corps, la tête et l'historique, que l'IA commence à voir des choses pertinentes. Ok, donc on met tout ça dans la machine, les tests de force, la qualité du sommeil, l'IMC, et là, l'algorithme mouline toutes ces infos. Qu'est-ce qui sort à la fin? Un rapport de 50 pages? Non, et c'est un peu la beauté de la chose. L'objectif, c'est d'avoir une réponse très simple, une classification binaire. Pour une période donnée, cet athlète présente-t-il un risque élevé de blessure au membre inférieur? La réponse, c'est oui ou non. Et le but, ce n'est pas juste de prédire, c'est d'agir. Exactement. Le but ultime, c'est la prévention. Si la réponse est oui, eh bien on peut adapter l'entraînement, ajouter des exercices spécifiques ou simplement accorder un jour de repos. Bien, la théorie est claire, mais passons à la pratique. L'article a synthétisé 15 études différentes. Alors la grande question, est-ce que ça marche en vrai? La réponse, c'est oui, mais avec d'importantes nuances. Pour évaluer la performance de ces modèles, les chercheurs utilisent une métrique principale, qu'on appelle l'AUC, pour Area Under the Curve. D'accord. Sans entrer dans les détails mathématiques, c'est un score de 0 à 1. Un score de 0,5, c'est comme jouer à pile ou face. Un score de 1, c'est la perfection. Et donc,
Ces études, elles se situent où sur cette échelle? En moyenne, les modèles tournent autour d'un AUC de 0,73. C'est un résultat qui est considéré comme, disons, passable à bon. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des champions. Un modèle en particulier, qui est basé sur une technique qu'on appelle arbre de décision Shahid, a atteint un score impressionnant de 0,91. 0,91? Ça paraît presque trop beau pour être vrai. Ça veut dire que le modèle a raison plus de 9 fois sur 10? Il est où le piège? Vous avez raison de vous méfier, le piège est subtil et il est vraiment au cœur des défis de ce domaine. On appelle ça le déséquilibre des classes. Le déséquilibre des classes. Oui, dans n'importe quelle équipe, sur une saison, il y a heureusement beaucoup plus d'athlètes qui restent en bonne santé que d'athlètes qui se blessent. Loïc, oui. Du coup, un algorithme un peu malin peut obtenir un score AUC très élevé en adoptant une stratégie très simple. Il prédit pas de blessure pour tout le monde. Il aura raison dans 95% des cas, son score global sera excellent, mais il sera... Complètement inutile. Parce qu'il manquera la seule prédiction qui compte vraiment, celle de la blessure qui va arriver. C'est ça, vous mettez le doigt dessus. C'est un peu comme un gardien de but qui ne bougerait jamais. Il n'arrêtera aucun tir cadré, mais son pourcentage de ne pas avoir encaissé de but sur des tirs non cadrés sera de 100%. Une statistique parfaite mais trompeuse. C'est une analogie parfaite, absolument parfaite. Et c'est pour ça que les chercheurs sérieux ne se contentent jamais de ce score global. Ils regardent une autre métrique, beaucoup plus honnête dans ce contexte, la sensibilité. La sensibilité. La sensibilité, c'est la capacité du modèle à identifier correctement les athlètes qui vont effectivement se blesser. C'est le test du vrai système d'alarme. Et là, les résultats de la revue sont beaucoup plus contrastés. Les valeurs de sensibilité varient énormément, de 0,35, ce qui est très faible, à 0,92. Donc en gros, certains modèles sont des alarmes ultra performantes et d'autres sont à peine mieux qu'un gadget. D'accord. Mais est-ce que ces modèles nous apprennent quelque chose? Est-ce qu'ils identifient tous les mêmes facteurs de risque? C'est une question clé. La revue identifie deux facteurs qui semblent assez stables, qui reviennent dans plusieurs études. Le premier, c'est l'indice de masse corporelle, l'IMC. Le second, sans grande surprise, c'est l'historique de blessures antérieures. Un athlète qui s'est déjà blessé a plus de chances de se reblesser, ça semble cohérent. Très cohérent. Mais là où ça devient fascinant, c'est que la plupart des autres facteurs sont très instables. Qu'est-ce que vous voulez dire par instable? L'article cite un exemple qui est assez incroyable, tiré d'une étude sur des joueurs de football australiens. Une saison, la force des ischio-jambiers était l'un des prédicteurs les plus puissantes de blessures. Logique, on se dit. Oui, on imagine que des ischios plus faibles, c'est plus de risques. C'est ce qu'on pense. Sauf que la saison suivante, avec le même type de joueurs, dans le même championnat, ce facteur n'avait plus absolument aucune valeur prédictive. Zéro. Attendez, ça veut dire qu'un modèle qui est parfaitement réglé pour une équipe une saison donnée pourrait être complètement inutile pour une autre équipe la saison suivante? Voire pour la même équipe. C'est exactement ça. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de cette revue. On ne peut pas faire de copier-coller en prévention. Le contexte est roi. L'état de forme de l'équipe, le style de jeu d'un nouvel entraîneur, le calendrier, tout ça peut changer radicalement l'importance de chaque facteur de risque. Un modèle n'est pas un théorème universel. Ça soulève une question de confiance qui est fondamentale. Si je suis entraîneuse ou médecin et qu'un algorithme me dit « Attention, votre joueuse vedette est dans le rouge », ma première question, ça va être « Pourquoi ?» Si la machine ne peut pas me répondre, comment je peux prendre la décision de la mettre au repos avant un match crucial? Vous touchez au cœur du problème de l'adoption de ces technologies. C'est la question de l'interprétabilité, ou de la fameuse boîte noire. Heureusement, la revue montre que les chercheurs en sont très conscients. 87% des études analysées ont abordé cette question. En gros, il y a deux familles de modèles. D'un côté, les modèles boîte blanche. C'est-à-dire transparent. Oui, comme les arbres de décision. Leur logique est lisible, par un humain. Le modèle peut vous dire, par exemple, le risque est élevé parce que la qualité du sommeil est mauvaise et que le test d'équilibre montre une asymétrie de plus de 15%. Ah oui, c'est clair, c'est compréhensible, et ça donne une piste d'action immédiate. Voilà. Et l'autre famille, La boîte noire, j'imagine. ce sont des modèles souvent plus puissants comme les réseaux de neurones. Ils peuvent être plus performants, mais leur fonctionnement interne est opaque. Ils vous donnent la réponse, risque élevé, mais pas le raisonnement. On doit alors utiliser des techniques complexes comme une méthode qui s'appelle SHAP pour essayer d'expliquer la décision après coup. Donc la boîte noire, c'est un peu comme si mon garagiste me disait « Votre voiture va tomber en panne la semaine prochaine », mais qu'il refusait de me dire si c'est le moteur ou les freins.
L'info est anxiogène, mais pas vraiment exploitable. C'est la parfaite métaphore. Pour une application sur le terrain, un modèle boîte blanche un peu moins performant mais transparent sera souvent préféré à une boîte noire ultra précise mais inexplicable. D'accord. Imaginons qu'on ait le modèle idéal, performant, sensible et transparent. Est-ce qu'on est prêt à le déployer demain dans tous les clubs? Il y a d'autres obstacles? Oh que oui, l'article en pointe deux qui sont majeurs. Le premier, c'est le problème de la temporalité. La plupart des modèles actuels prédisent un risque sur une longue période. Par exemple, le risque de se blesser durant la saison. C'est intéressant, mais pas pour le quotidien. Pas vraiment. Ce dont un coach a besoin, c'est d'une prédiction à court terme. Le vrai Saint Graal, c'est de pouvoir dire « Attention, cet athlète est particulièrement à risque dans les 7 prochains jours », pour pouvoir adapter la charge de la semaine. D'accord, la temporalité. Et le deuxième obstacle? C'est le manque de spécificité. La majorité des modèles prédisent une blessure au membre inférieur. Point. Mais une petite entorse de la cheville et une rupture du ligament croisé antérieur, ce n'est pas la même chose. Les mécanismes sont différents, la prévention aussi. C'est comme un bulletin météo qui annoncerait juste mauvais temps demain, sans préciser si c'est une averse ou une tornade. C'est exactement ça. L'utilité clinique est limitée. Alors, face à tous ces défis, que recommande l'article pour faire avancer la recherche? Les auteurs sont très clairs. D'abord, il faut absolument faire de la validation externe. Un modèle développé sur des basketteurs américains doit être testé sur des footballeuses en Europe, par exemple. Ensuite, il est crucial d'intégrer plus de données, notamment les données de charge de travail, qui viennent des GPS que tous les athlètes portent aujourd'hui. Et enfin, ils appellent à la standardisation des méthodes pour qu'on puisse enfin comparer les études entre elles de manière fiable. Si on fait le bilan de cette analyse, plusieurs points clés émergent. Le machine learning a un potentiel énorme, c'est indéniable, surtout les approches transparentes. Mais les scores de performance, même élevés, doivent être regardés avec un œil critique, en se focalisant sur la sensibilité et sur le contexte. Et puis, la confiance, la capacité à expliquer une prédiction, c'est tout aussi important que la précision elle-même. On n'a pas encore de boule de cristal, mais on s'oriente vers une prévention beaucoup plus fine. Je crois que c'est une très juste mesure de l'état actuel des choses. Et ça ouvre sur une dernière pensée, peut-être. Au-delà de la simple prédiction, oui-non, la véritable révolution de l'IA dans le sport ne sera-t-elle pas de nous forcer à repenser notre compréhension même du risque, en nous montrant des interactions complexes, parfois contre-intuitives, entre le corps, le mental, la charge de travail? L'IA pourrait nous amener à identifier des leviers de prévention que nous n'avions, tout simplement jamais envisagés. Une perspective absolument fascinante. Pour celles et ceux qui souhaitent vraiment creuser le sujet, on ne peut que recommander la lecture de l'article original de Jin Yuen et son équipe. C'est une synthèse rigoureuse, très complète, qui pose vraiment les bonnes questions. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses.